Donc, on est rattaché au domaine des études sur les sciences et les techniques. On vient de sociologie, d'histoire des sciences et d'anthropologie. On partage des expériences de travail collectif et au-delà de nos appartenances de labo, on a des liens communs avec des institutions, notamment l'IFRIS, l'Institut francilien Recherche, Innovation, Société. Et on a, disons, une histoire de projets communs sur l'analyse de la circulation des savoirs techniques et sur les études postcoloniales des sciences, sur les marchés pharmaceutiques, sur le numérique et les technologies de l'information et de la communication, ou encore sur le rôle spécifique des sciences et des techniques dans la mondialisation. Les objectifs de ce petit groupe, on va dire que pratiquement, c'était d'abord de soutenir un effort d'ouverture de l'enquête sur les sciences, les techniques, la médecine, dans une perspective transnationale, bien sûr, mais plus spécifiquement vers les pays ou vers des pays en développement. Aujourd'hui, l'axe 3 du GRIP, pour nous, c'est une manière de poursuivre cette initiative avec une proposition légèrement différente, pas très différente, mais un petit peu différente, notamment, je pense, en lien avec les mouvements sociaux des dernières années, la réflexion qu'elle nous a donné l'occasion de nourrir sur la précarité, sur la vulnérabilité, principalement à partir de 3 domaines, la santé, l'environnement et le développement, mais avec un champ d'enquête qui peut être extrêmement vaste du moment qu'on prête attention à un moment donné au rôle des technologies. Pour ma part, c'est à partir d'un programme de recherche que j'ai étudié ces questions-là, donc qui était mené au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cambodge, et qui était plus particulièrement centré sur une technologie pharmaceutique spécifique dans la lutte contre le paludisme. Dans le cadre de cet axe 3 du GRIP, on voulait souligner 5 aspects importants, qui nous semblent importants de prendre en compte dans l'étude des marchés. Alors, le premier aspect qui nous semblait important, c'est celui des trajectoires spécifiques de chacun des pays en lien avec leur histoire coloniale d'abord et notamment éventuellement la persistance des legs coloniaux, leur histoire postcoloniale également bien sûr avec par exemple les conflits qui ont pu marquer cette histoire. Important aussi de prendre en compte les dynamiques économiques dans lesquelles les pays sont pris chacun différemment, donc avec la question de la langue, de la monnaie, de la communauté économique auquel ils appartiennent. Et puis également dans cette trajectoire spécifique des États, eh bien, le degré d'autonomie politique et financière des États et notamment, toujours dans notre cas du médicament, la robustesse ou la moins grande robustesse des agences de régulation et les capacités de négociation des États face aux donateurs globaux. Deuxième point important qu'on voulait souligner, c'est l'entremêlement varié suivant chaque pays de plusieurs modes de régulation des marchés. Alors, il y a le mode administratif des États, le mode professionnel avec donc différentes professions qui, suivant les marchés, peuvent être impliquées. Là, dans notre cas, sur les marchés du médicament, ce sont bien sûr les pharmaciens. Mais si on se détache un peu d'une approche sociologique, on peut mettre en évidence d'autres professions comme par exemple les commerçants, les vendeurs et revendeurs formels et informels. Ensuite, il y a le mode industriel qui est plus ou moins opérationnel suivant les pays et suivant leur capacité de production. Le mode global, là, avec la question des donateurs globaux ou transnationaux que j'ai déjà évoqué. Et puis le mode populaire, celui des subjectivités des consommateurs, forgé par exemple sur la question des médicaments, sur leur perception des corps, de la santé, des maladies, mais aussi sur l'expérience qu'ils ont des soins et des traitements. Troisième aspect qu'on voulait faire ressortir là, c'est des transformations récentes des marchés en lien avec les processus contemporains de globalisation et le chamboulement que tout ça produit dans les politiques de santé et les politiques économiques des États et des régions. Quatrième point, donc là on en arrive à la question de la vulnérabilité, donc l'impact de ces transformations sur l'accès aux soins et aux médicaments des personnes, avec, on a pu le mettre en évidence dans nos études, des inégalités de santé très fortes entre statut socio-économique des personnes, mais également entre habitants des villes et des campagnes, et aussi entre habitants d'un pays ou d'un autre pays. Et puis ce programme de recherche là, sur ces différents pays, avait une ambition appliquée forte, et on trouvait que c'était intéressant justement en lien avec les questions des vulnérabilités de la faire ressortir. Et donc, on a essayé de penser des outils qui permettraient de gouverner ces marchés pharmaceutiques, donc essayer de gouverner les dynamiques économiques et commerciales pour un respect optimal des exigences de santé individuelle et publique.
Mais un petit peu comme Mathieu, là, je vais lancer deux autres objets au-delà du médicament qui nous semblaient intéressants. Bon, il y a la question, évidemment, toutes les questions qui sont éminemment d'actualité aujourd'hui, qui gravitent autour de la santé environnementale. Et puis, bon, alors là, toujours sur les questions de santé, les technologies lucratives de la Global Health, ils se servent du secteur privé et des multiples acteurs pour les mettre en place, pour atteindre des objectifs affichés de santé publique. Mais voilà, on peut se demander les objectifs affichés, les objectifs explicites, les objectifs implicites. Moi, je travaille sur la digitalisation dans les pays en développement. J'ai effectivement beaucoup travaillé sur comment est-ce que les produits de santé numérique changent l'accès aux soins dans ces pays. Mais maintenant, plus globalement, je travaille sur vraiment les dynamiques et les logiques de la digitalisation, notamment en Inde et en Afrique subsaharienne. Ce qui est intéressant de voir dans cette globalisation, c'est aussi la place des Suds et depuis les Suds, comment ça se passe. Et du coup, peut-être ce que je vais plus développer, plus que globalisation ou marchandisation, qui sont deux thématiques qui sont déjà énormément traitées sur le numérique, ça serait la dimension peut-être des vulnérabilités. Parce qu'en fait, derrière la digitalisation, il y a plein d'enjeux. Il y a d'abord des enjeux infrastructurels, c'est-à-dire qui a accès et qui possède les infrastructures du numérique. Mais il y a surtout des vulnérabilités au niveau des enjeux politiques et économiques du numérique. Et quand aujourd'hui on conditionne l'accès aux soins par exemple, une carte vitale ou, comme c'est le cas en Inde, par un numéro unique qui est Aadhaar pour pouvoir bénéficier d'une couverture santé, eh bien, en fait, si on n'est pas dans ces infrastructures numériques, si on n'a pas été référencé dans ces bases de données, on n'a pas accès à ces services essentiels. Et là, je parle de la santé, mais il y a des cas similaires qu'on voit au Kenya, en Inde, pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'électricité, pour l'accès à beaucoup de services de base. Là, les chemins de dépendance et la vulnérabilité sont considérablement accentués par la digitalisation. Même si dans les pays en développement aujourd'hui, on dit que par le canal téléphone portable, tout le monde aurait accès au numérique, ça n'est pas vrai. L'accès au numérique a un coût. Payer une connectivité Internet par mobile, ça n'est pas accessible pour tous. Et donc là, on voit plein de chemins de dépendance, plein de questions de vulnérabilité qui émergent, que ce soit en termes d'enjeux économiques. Je ne l'ai pas parlé non plus, mais Mathieu évoquait les travailleurs du clic. Il y a aussi une précarisation du travail qui est associée donc aux travailleurs des plateformes qui sont de plus en plus dans les pays en développement où on a des nouveaux mécanismes de sous-traitance du travail grâce au numérique. En gros, ce qui est important de rappeler, c'est que à travers ces technologies numériques, c'est évident qu'on a des dynamiques de globalisation, de marchandisation, mais il est plus important de montrer aussi qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont associées au numérique et qu'il est important de pousser des études là-dessus sur quelles sont ces vulnérabilités, dans quel champ elles se développent et comment est-ce qu'on fait pour quelque part réussir à les contrebalancer. Voilà. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, je pense depuis longtemps, c'est comment les problèmes se transforment en ressources. Et je prends cette question-là à travers notamment la question des traitements des déchets et des déchets qui renferment notamment des substances, des ressources stratégiques. Et je m'intéresse vraiment à la construction d'un marché du traitement des déchets électroniques, donc non pas aux décharges qu'on connaît en Afrique, en Inde, toute cette dimension de pollution, mais la face plus invisible
qu'il y ait des investissements assez importants pour doter un certain nombre de pays du Sud de nouvelles usines, de nouvelles technologies, au sens très matériel, des machines qui traitent ces déchets, de leur faire d'adopter des nouvelles normes en relation avec des organisations internationales, j'y reviendrai. Et donc, je travaille sur cette question, notamment en Égypte, pour une raison simple, c'est que l'Égypte, justement, a une longue tradition de recyclage. Et donc, comment l'Égypte acquiert des prêts importants, que ce soit de la Banque mondiale, mais aussi d'une série de fondations suisses, allemandes, pour acquérir ces technologies, mettre en place cette nouvelle économie comme un des modèles, justement, de développement. Dans cette configuration, comme vous pouvez vous en douter, les organisations internationales comme la Banque mondiale jouent un rôle déterminant. Deux choses par rapport à la question qui nous est posée sur la vulnérabilité, c'est que le mot même vulnérabilité, et là je suis historienne de formation ayant beaucoup travaillé sur la manière dont on qualifie les problèmes, le mot même de vulnérabilité a une histoire. C'est une catégorie qui a été beaucoup promise justement par les organisations internationales, et même si aujourd'hui elle a acquis un sens un peu différent, moi j'aimerais bien qu'on puisse y revenir, voir qu'est-ce que ça nous apporte de poser les problèmes en termes de vulnérabilité, mais qu'est-ce que du coup ça peut aussi mettre de côté, alors que ce n'est pas forcément notre intention initiale. La deuxième chose, en tout cas à partir de mes propres cas, je m'intéresse beaucoup, bien sûr, au monde des déchets. Le monde des déchets est bien entendu un monde qui est composé de différents mondes. C'est une économie politique composée de plusieurs économies politiques, avec des usines très structurées qui respectent les normes internationales, mais aussi un marché informel. L'Égypte est un excellent cas avec les Abalines. Et donc, on va avoir une palette de vulnérabilités potentielles. On va avoir aussi des formes de vulnérabilité plus politiques, notamment de jeunes entrepreneurs qui mettent en place des entreprises, des startups en relation avec des organisations internationales, mais qui, dans un certain nombre de pays, sont extrêmement sous pression des gouvernements autoritaires, et notamment l'Égypte, où il y a des rafales d'arrestations en ce moment, où à tout moment leur activité peut aussi être interrompue. Et puis des vulnérabilités plus géopolitiques, qui sont les liens de ces pays à l'économie internationale. J'ai un autre cas qui me paraît absolument important à traiter, et je m'y intéresse énormément, mais je voudrais voir des travaux plus importants, notamment des thèses, c'est vraiment les énergies alternatives et dites renouvelables, qui sont des énergies basées sur des extractions minières, mais qui aujourd'hui offrent la possibilité de développement d'un certain nombre de nouveaux marchés dans le nord comme dans le sud. Et je vais m'arrêter là. Donc l'intervention de Mina a été basée sur un projet intitulé « Production, commercialisation et consommation des plantes agroalimentaires indigènes, un nouveau défi pour les systèmes agroalimentaires locaux ». Donc le projet se déroule de la façon suivante. Au Mexique, grâce au commerce équitable, à l'agriculture biologique et au slow food, les ONG locales, les organisations de la société civile sont devenues des acteurs clés du soutien aux systèmes agroalimentaires locaux. Elles défendent en même temps la capacité de ces systèmes à assurer l'autosuffisance alimentaire des populations dont le mode de vie est directement ancré dans la terre et la construction de marchés spécifiques qui valorisent les produits agricoles qui en résultent. Aujourd'hui, l'ouverture de ces nouveaux marchés soulève la question du rôle du commerce des plantes indigènes dans le processus de démocratie alimentaire tel que défini par Tim Lang. Et cette circulation des plantes indigènes sur les marchés, dans les communautés des chercheurs, a conduit à diverses tensions entre la production alimentaire d'autosuffisance et la création de marchés de plantes indigènes, mais aussi entre l'émergence du concept de démocratie alimentaire au nord et la mobilisation du concept de souveraineté alimentaire par les chercheurs du Sud. Notre projet suit, à la demande des associations locales Sentot et Puente à la Salud Comunitaria, la mise en place de nouveaux marchés de l'amarante, plantes alimentaires indigènes endémiques du Mexique.
À travers une étude socio-anthropologique centrée sur les réseaux d'acteurs et les programmes de valorisation de la production, du commerce et de la consommation de l'amarante mis en place, nous suivons l'amarante entre ces différents acteurs afin de comprendre l'impact de la circulation sur les processus de reconfiguration sociale, la construction de marchés nouveaux et la construction de nouvelles connaissances alimentaires. Réinventer des nouvelles formes, des réappropriations du numérique, moi, je le vois tout à fait. Il y a des alternatives qui se créent, tout ça, mais il faut pas minimiser les hiérarchisations très, très, très fortes qu'il y a et les barrières à l'accès et à la diffusion parce qu'en fait, dans une multitude de contenus, il y a des algorithmes, il y a des formes de hiérarchisation et de catégorisation qui font que certains demeurent plus présents, plus visibles que d'autres. Et donc, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité et sur un égal accès en fait à la visibilité sur ces réseaux-là. Ça dépend quel sud, parce que si par exemple on s'intéresse au câble sous-marin qui transporte 99% de nos données numériques, c'est vrai que l'Europe, on n'est pas très fort et qu'il y a une forte présence des Américains et que finalement, les Indiens, pour ces infrastructures-là, sont meilleurs que les Européens, si on peut dire, puisqu'ils possèdent une part plus grande du réseau. Mais ça, c'est un type d'infrastructure du numérique. En termes de développement, par exemple, de logiciels, en termes de data center, en fait, il y a tellement d'infrastructures du numérique qu'on ne peut pas dire du tout que l'Europe soit à la traîne. Et surtout, il y a quand même une partie sur laquelle l'Europe est quand même la zone du monde qui est la plus en avance. Et pour ça, moi, je suis heureuse d'être européenne. C'est surtout en matière de protection des données et de barrières et de garde-fous. Le mot vulnérabilité, de ce que j'en sais, est venu du monde de la gestion des catastrophes et de géographes marxistes qui avaient essayé justement d'introduire la dimension sociale qui peut y avoir dans la manière dont disons sur les dégâts que provoquent les catastrophes et notamment la résilience qui s'ensuit, etc. Donc cette idée aussi qu'une société ne résiste pas de la même manière aux problèmes auxquels elle fait face en fonction, bien entendu, des structurations sociales, des inégalités, des modes de vie, etc. Mon interrogation, et je n'ai pas du tout de réponse à ça, c'est il est tellement mobilisé, quand un mot est mobilisé par les institutions et les organisations internationales elles-mêmes, je viens d'un courant qui a beaucoup travaillé sur le rôle des institutions internationales, je deviens tout de suite très méfiante. Technologies numériques permettent notamment d'acquérir un certain nombre de données, de les mettre en forme. Mathieu a cité la pollution de l'air, c'est probablement un des cas où on le voit très très clairement, où le monitoring, la mesure, la surveillance de la pollution de l'air avec toutes les données sont versées sur des bases de données publiques. Et donc, ces données peuvent être réappropriées par des associations militantes, ça s'est vu en France, mais ça s'est vu beaucoup aux États-Unis ou au Mexique, qui mettent en forme ces données, notamment pour montrer les inégalités sociales des expositions, comment c'est les zones les plus désavantagées socialement qui sont aussi les plus exposées, etc. C'est une nouvelle ressource, c'est une nouvelle possibilité de mettre en avant ces différences. La difficulté majeure, et c'est une question qui est vraiment au cœur de plusieurs travaux actuellement, c'est comment ça se fait que ça fait 30 ans, 40 ans, qu'on a des données qui permettent de montrer ça, et pour autant, il y a des formes d'inaction publique. Moi, si je regarde par exemple les données qui sont générées
par le numérique, c'est-à-dire par exemple des traces d'usage du numérique, ce qu'on appelle maintenant le data mining, où en gros on aurait une génération spontanée des données du fait des usages du numérique, qui serait du coup une nouvelle mine d'or d'informations qui permettrait justement de mettre en visibilité des choses qu'on n'aurait pas vues auparavant avec des données déjà préexistantes, par exemple dans les sondages ou dans la statistique classique. Ça, moi, en fait, je recoupe un petit peu ce que dit Soraya, c'est que, cette mine de données, par qui est-ce qu'elle est exploitée, comment est-ce qu'elle est mise en valeur, comment est-ce qu'elle est produite et qu'est-ce qui en ressort. Ça, c'est très questionnable et surtout, si on parle de données qui seraient issues des traces des usages, là, on exclut automatiquement tous les gens qui n'utilisent pas ces dispositifs.